Newpol, la chaîne qui bouleverse les certitudes. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Newpol. Donc, nous sommes le lundi 13 janvier 2025. Nous recevons aujourd'hui une invitée d'exception, Madame Fanny Pigeaud, qui est journaliste indépendante, qui a travaillé pour, qui a collaboré notamment avec le média Mediapart. Elle a été ancienne correspondante de Libération, donc en Afrique centrale, et qui a écrit notamment plusieurs livres, dont L'âme invisible de la France-Afrique, de la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme colonial, au Cameroun de Paul Biya et France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Donc c'est autour donc de ces livres-là que nous allons donc aujourd'hui avoir notre entretien avec Madame Pigeaud. Donc c'est tout de ça. Donc Madame Pigeaud, j'espère que la présentation que j'ai faite de vous correspond plus ou moins à la réalité. Oui, oui, c'est bon. Ok, ma première question, c'est, Madame Pigeaud, c'est votre livre a quand même un titre évocateur, c'est France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Pourquoi un tel titre pour votre bouquin? Alors l'idée du livre, c'est de montrer que l'histoire qui lie la France à la Côte d'Ivoire depuis les années, on va dire 2000 ou avant même 90, en tout cas surtout à partir de 2000, cette histoire-là était racontée par les médias, la plupart des grands médias français notamment, ne correspond et qui s'inscrivait enfin dans la même ligne que le narratif officiel français en général, que cette histoire-là ne correspondait pas à la réalité, et donc d'où le titre Histoire tronquée, c'est-à-dire que l'histoire qu'on nous a racontée pendant plusieurs décennies était tronquée, en tout cas c'est ma thèse, et donc avec ce livre, l'objectif c'était de montrer ce qui correspond selon moi à la réalité. Ah, c'est très intéressant. Ok. Donc, Madame Pigeaud, encore une autre question d'ordre technique, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que vous avez votre thèse qui est là. C'est clair que l'histoire, la vérité a été tronquée. Donc, on verra où se situe la vérité selon vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, je voulais vous poser une question très simple. Comment vous avez travaillé sur ce dossier ivoirien? Alors moi, je me suis pas intéressée à la Côte d'Ivoire pendant très longtemps parce que j'étais plutôt basée au Cameroun et donc Afrique centrale, comme vous l'avez dit. Je travaillais là-bas pour l'agence France Presse et Libération, ce que vous avez aussi précisé. Et pendant longtemps, la Côte d'Ivoire me semblait très lointaine, malgré le fait elle reste un pilier pour la France, pour sa politique africaine. Et donc j'ai suivi la guerre qui s'est jouée, d'abord la crise post-électorale, puis la guerre qui se sont jouées en 2010-2011. Ça, je les ai suivis de loin. Mais la manière justement dont je la percevais à travers les médias français me semblait assez comment dire, Suspicieux. assez étrange. Et, Oui, tout à fait. et donc il se trouve que j'ai décidé en 2012, parce que Libération notamment était preneur ou preneuse, enfin, en tout cas, le journal était preneur d'un correspondant à Abidjan parce qu'il n'en avait plus. Donc je me suis installée en 2012 à Abidjan, j'y suis restée 1 an et pendant cette année-là, les circonstances ont fait que j'ai rencontré un certain nombre de gens qui avaient des choses à dire sur ce qui s'était passé un peu avant et puis les années encore avant. Et donc petit à petit est né le projet d'écrire plus largement sur cette crise, on a dit crise ivoirienne, mais en fait crise franco-ivoirienne, devrait-on dire, je pense. Et Une donc crise après, franco-ivoirienne, vous dites. Une crise franco-ivoirienne. oui, et ensuite j'ai complété les informations que j'avais eues sur le terrain ivoirien en rencontrant d'autres acteurs une fois en France et en consultant d'autres documents que ceux que j'avais eu entre les mains jusque-là. Ok, très intéressant. Alors, quand vous dites crise franco-ivoirienne et non crise ivoirienne, pourquoi? Mais parce que c'était clairement depuis le début une crise avec comme principal acteur la France et comme principal adversaire la Côte d'Ivoire dirigée par Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui m'intéresse en fait dans cette histoire. C'est pas forcément le personnage de Laurent Gbagbo ou le personnage d'Alassane Ouattara qui lui a été opposé et qui est aujourd'hui président. C'est pas ça qui m'intéresse en soi. Ce sont pas les profils ou les personnalités, mais plus le rôle que la France a joué et quelles ont été les conséquences de sa politique. Ok. Alors, je comprends d'après vous, nous sommes donc face à une crise franco-ivoirienne.
et donc contrairement au narratif officiel. Et donc, ça veut dire qu'en fait, si je comprends très bien maintenant, la vérité, et donc je comprends maintenant pourquoi vous avez dit que l'histoire a été, c'est une histoire tronquée. Autrement dit, la vérité dans cette histoire, c'est une opposition véritablement, non pas entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, mais entre la France et Laurent Gbagbo, si je schématise un peu votre pensée. Oui, entre ce que représentait Laurent Gbagbo et la France. Et alors la France, c'est jamais quelque chose de monolithique, hein, même si effectivement il y a la présidence française qui prend un certain nombre de décisions. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des groupes d'intérêts financiers, économiques qui tournent autour, qui sont les uns proches de la droite française, d'autres plutôt de la gauche sur l'échiquier politique. Et donc à un moment donné, il y a des convergences d'intérêts entre les uns et les autres, et avec toujours la domination de la nécessité pour l'État français, donc pour le gouvernement français, de défendre les intérêts de la France, de défendre les intérêts de ses entreprises dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous dites que le gouvernement français défend ses intérêts, autrement dit, est-ce qu'on peut supposer, de ce point de vue-là, que Laurent Gbagbo menaçait les intérêts français? Alors, effectivement, Laurent Gbagbo, c'est un homme de gauche qui a, je pense, eu le projet sincère de transformer la Côte d'Ivoire et d'instaurer des relations d'égal à égal avec la France, qui a toujours conservé en Côte d'Ivoire une base militaire depuis l'indépendance, qui a fait en sorte de maintenir une zone monétaire coloniale, puisque la zone du franc CFA, ça reste une zone coloniale, hein, c'est une suite du système colonial mis en place en 1945. Et donc, si la Côte d'Ivoire utilise toujours le franc CFA, et ben c'est parce que la France l'a bien voulu et le veut. Et bref, tout ça fait que la France ne pouvait pas accepter qu'un projet comme celui qu'avait Laurent Gbagbo puisse être mis en œuvre, puisse être concrétisé. Et ça, c'est pas nouveau, hein, on le voit bien dans l'histoire depuis l'indépendance et avant les indépendances, puisqu'il y a un certain nombre de dirigeants politiques, de leaders politiques qui ont été éliminés pendant la période coloniale parce que justement ils avaient des idées progressistes et des idées d'indépendance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la métropole à l'époque. Et par la suite, il y a un certain nombre de dirigeants politiques, je pense à Sylvanus Olympio au Togo ou Djibo Bakary aussi avant l'indépendance au Niger. Enfin bref, il y a une longue suite d'événements qui montrent bien que la France a toujours cherché à maintenir sa domination, son emprise sur les pays d'Afrique subsaharienne qui avaient été ses colonies ou qu'elle avait dominées et occupées pendant la période coloniale. Donc, forcément, Laurent Gbagbo ne pouvait pas rester. L'idée, on ne pouvait pas le laisser faire, en fait. On ne peut pas laisser faire, ouais. Donc, pour cela, il fallait le remplacer par quelqu'un. Et pour vous, c'était qui la figure idéale pour la France pour mettre à la place de Laurent Gbagbo? Bon, alors, il faut se souvenir que Laurent Gbagbo donc, a été élu en octobre 2000. Il a été élu dans des conditions compliquées, puisque d'abord, quelques mois auparavant, il y a eu un coup d'État. Le général Gay était au pouvoir. Le général Gay n'a pas accepté les résultats de l'élection, et donc il y a eu une crise de quelques jours après cette élection d'octobre 2000. Et à ce moment-là, le pouvoir français ne s'attendait pas à ce que Laurent Gbagbo soit déclaré vainqueur, en fait. Alors effectivement, il y a des intérêts français qui misaient plutôt sur Robert Gay. C'était pas, encore une fois, Laurent Gbagbo n'était pas une option imaginée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas imaginé. En fait, Laurent Gbagbo a pu faire reconnaître son élection parce qu'il avait une base sociale importante et que une partie des Ivoiriens se sont mobilisés pour faire respecter les résultats de l'époque. Donc, à ce moment-là, c'était plutôt Robert Gay qui était envisagé. On se souvient aussi que quand Henri Konan Bédier a été renversé par un coup d'État quelque temps auparavant, Chirac aurait bien voulu le remettre au pouvoir. Donc, Chirac, lui, était plutôt du côté de Henri Konan Bédier, donc lui, c'était le PDCI. Hein. Et puis, par la suite, les années ont passé. Et les acteurs français ont changé eux aussi. Et donc, à partir, disons, de 2004-2005, et après surtout le départ de Jacques Chirac, le pouvoir français misait plus sur Alassane Ouattara. D'accord. Après le départ de Jacques Chirac, ok. Et notamment avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy.
Oui. Alors, Jacques Chirac s'est jamais exprimé vraiment sur la question, publiquement en tout cas, mais un certain nombre d'éléments montrent que lui n'appréciait pas Alassane Ouattara. Mais Oui, d'accord. Sarkozy, Alors, Nicolas Sarkozy, lui, oui, il le connaissait déjà depuis le début des années 90. ok, c'est intéressant. Alors, mais je voudrais revenir un peu sur la figure de Laurent Gbagbo par rapport à comment votre livre présente le président Gbagbo. En fait, vous avez un portrait, parce que moi, quand je lisais votre livre, j'ai lu aussi tout ce que disait Michel de Bonnecorse au sujet de Laurent Gbagbo, parce que pour Michel de Bonnecorse, Laurent Gbagbo, c'est entre guillemets le monstre fasciste, raciste, xénophobe. Il dirigeait la Côte d'Ivoire à partir d'une poignée de groupuscules d'individus de son ethnie. Alors que le livre que vous écrivez dresse un portrait de Laurent Gbagbo qui est totalement différent. Comment vous percevez d'abord Laurent Gbagbo en tant qu'individu, puis ensuite en tant qu'homme politique? Bon, encore une fois, ce ne sont pas forcément les profils des uns et des autres ou la personnalité des uns et des autres qui m'intéressent, mais Laurent Gbagbo, je crois, c'est ce que je disais, c'est un homme de gauche qui aime la France, hein, qui, malgré ce qu'en ont dit justement les officiels français pour le dénigrer, il n'a jamais eu de problème avec la France et les Français avant que le pouvoir français, lui, en ait avec lui. Et encore une fois, il a eu le projet de transformer son pays et les relations avec la France. Voilà, je pourrais en dire plus, mais je pense que ça suffit. À partir du moment où on a compris ça, on comprend le reste de l'histoire. Ouais. Voilà ce que je peux en dire. Effectivement, les portraits qu'on a lus dans la presse française, les portraits faits par les officiels français, complètement sont délirants en grande partie parce qu'ils lui ont prêté des déclarations en particulier qu'il n'avait jamais faites. Moi, je me souviens c'était juste avant que son procès s'ouvre à La Haye, à la Cour pénale internationale. Il y avait un responsable d'une grosse ONG de défense des droits de l'homme qui, sur une radio française, je ne sais plus laquelle, c'était peut-être même RFI, avait dit que Laurent Gbagbo avait déclaré à un moment donné que tous ses opposants étaient des rats, enfin quelque chose comme ça. Et alors, il n'a jamais dit ça. Et quand j'ai interrogé l'auteur de ces propos, qui lui-même les reprenait d'un rapport que l'ONG avait écrit, il m'a pas répondu en fait, parce que voilà, ce sont des rapports, un certain nombre de choses qui ont été inventées et ensuite pour dresser un portrait absolument désastreux de Laurent Gbagbo. Gbagbo. Et là aussi, je suis pas la seule à le noter. Hein. Il y a plein d'autres. Je pense à l'écrivain Boubacar Boris Diop, qui, je sais plus en quelle année, avant les événements de 2010, avait écrit un article dans le Monde Diplo, justement, où il s'étonnait de la manière dont les médias français. C'était Laurent Gbagbo. Ouais, Et je rappelle que Boris Boubacar Diop, c'est un écrivain sénégalais, je crois. Boubacar Boris Diop, oui, c'est un écrivain sénégalais. D'accord. Alors, aussi, j'ai lu un entretien que vous avez eu, je crois, au journal avec RFI, je pense. Vous avez dit que Laurent Gbagbo n'était pas un homme de guerre. Je ne sais pas si vous avez. Pourquoi, sur quoi vous basez. Un homme qui n'aimait pas la guerre. Oui, ça, c'est évident. Hein. Là aussi, personne ne pourra me contredire. Je ne suis pas la seule à le dire aussi. Il a tout fait pour éviter qu'il y ait plus de dégâts avec l'éruption de la rébellion des forces nouvelles sur la scène politique ivoirienne et une rébellion qui était armée, hein, on se souvient de ça. Ah oui. Bref, il a tout fait pour éviter que que la situation s'aggrave sur le plan sécuritaire. En tout cas, il n'a pas cherché la guerre et il n'aime pas les problèmes d'une manière générale, je crois. Okay. Ok. Alors, vous l'avez dit vous-même, Laurent Gbagbo était un homme de gauche. Pourtant, on avait le Parti socialiste, qui était un parti de gauche. M. Gbagbo faisait partie de l'Internationale socialiste. Il avait d'ailleurs même un ami proche qui était un homme de gauche, M. Laberty. Mais comment vous expliquez que la gauche ne l'ait pas soutenu à ce point-là? Tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les gouvernements français successifs depuis toujours, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont toujours suivi la même politique, c'est-à-dire une politique absolument pas progressiste dans ses relations avec les États africains, et en particulier ceux de la zone franc. Et donc, voilà, la gauche française n'est pas progressiste d'une manière générale. Et donc, l'idée, ça a été toujours de défendre les intérêts de la France, de défendre l'existence du franc CFA, par exemple. Et puis, il faut dire aussi que
Un certain nombre d'hommes politiques, de femmes politiques sont assez mal informés, ne s'intéressent que très peu à ce qui se passe sur le continent africain, que très peu à la manière dont les relations France-Afrique sont jouées par le pouvoir français. Donc, il y a une très, très, très grande méconnaissance parmi les députés aussi. Hein. Ça, je l'ai vu, on l'a vu avec mon co-auteur sur le livre sur le franc CFA qu'on a écrit ensemble avec Ndongo Sambasila. Donc, on a vu ensemble on a regardé des débats au sein du Parlement français sur la question du franc CFA. Et c'était affligeant de voir à quel point les députés français ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour cette histoire franco-ivoirienne. Quelques acteurs ont maîtrisé la situation et beaucoup d'autres ont suivi, repris les discours qui étaient faits. Et c'est ce qui s'est passé avec une partie de la gauche française, mais qui de toute façon ne s'intéresse pas beaucoup à toutes ces questions à la base. Comment on explique que la classe politique française ait une telle méconnaissance du continent africain, notamment de la Côte d'Ivoire, où on a des intérêts très forts? Ça, c'est quelque chose Est-ce que cela est dû à une forme d'ignorance volontaire ou c'est une question de mépris que la classe politique française a vis-à-vis du continent africain? Alors, je pense que Guy Laberty pourra précisément vous éclairer là-dessus, mais je pense que oui, il y a une forme de mépris général et c'est ce que je dis à la fin de ce livre sur France-Côte d'Ivoire, Histoire tronquée, c'est que on est dans un pays profondément raciste en fait, ouais. et avec une certaine indifférence par rapport à ce qui se passe dans des pays qui sont loin. Enfin, c'est aussi souvent le cas. Hein, les gens s'intéressent à ce qui se passe près de chez eux. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Ouais. Mais oui, il y a c'est très clairement, c'est pour ça aussi que Laurent Gbagbo a été dépeint de cette manière. C'est que jamais on aurait fait un portrait de lui un portrait de lui aussi dévastateur pendant toutes ces années si on s'était intéressé de plus près à ce qui se passait et si on n'avait pas, si la société d'une manière générale n'avait pas une sorte de mépris vis-à-vis des dirigeants africains. Il faut voir. Encore une fois, c'est pas non plus Laurent Gbagbo le seul hein, qui a été aussi mal considéré et aussi mal décrit. Il y a effectivement un gros problème de ce point de vue-là au niveau de la société française, en tout cas. Absolument. Alors, donc du coup, il y a une autre question à ce sujet, avant qu'on passe à un autre sujet. Comment vous expliquez aujourd'hui ces vastes mouvements de rejet de la France sur le continent, notamment dans le sous-continent ouest africain? Notamment, on a perdu, on a été chercher du Burkina Faso, du Mali, du Niger, peut-être bientôt dans d'autres pays. Est-ce que d'après vous, qu'est-ce qui fondamentalement explique ce rejet total qu'on a aujourd'hui de la France politique au niveau du continent ouest africain? C'est ça, c'est la conséquence de toutes ces décennies de mépris et de relations totalement inégales, parce que c'est très clair. Il y a quelques semaines encore, je faisais un reportage au Sénégal sur une entreprise minière française. Et c'est révoltant la manière dont ce type de multinationale se conduit. Alors, les multinationales françaises ne sont pas les seules à mal se comporter, mais ça alimente les critiques. Et puis, la manière dont un président français, on se souvient de Nicolas Sarkozy, la manière dont il avait eu de parler dans son discours de Dakar de 2007, parler des Africains d'une manière absolument humiliante. Et ensuite, Emmanuel Macron, actuellement notre président actuel, est encore, je pense, pire dans ce domaine-là. Enfin, encore pire, ouais. multiplier les déclarations, les attitudes méprisantes, arrogantes. Et au bout d'un moment, tout ça ne peut plus fonctionner pour ceux qui reçoivent tout ça. Et je pense aussi que ça change aussi. La perception a toujours été un peu celle-ci, hein, de toute façon. Moi, j'ai aussi, quand j'étais au Cameroun, c'était pendant plusieurs années, il y avait très clairement des critiques qui s'exprimaient peut-être presque au quotidien d'ailleurs de la politique de la France en Afrique. Et le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui aient un tel pouvoir et une telle puissance pour faire circuler l'information rapidement et puis aussi fédérer des opinions, ça joue, je pense, aussi dans la mobilisation et dans le fait que voilà, ce rejet s'est exprimé plus. Et malheureusement, nos hommes politiques ne savent pas se remettre en cause. C'est ça la vraie question, en fait. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Non, Ouais, c'est ça. Alors, on va passer à un autre thème, ça beaucoup plus
beaucoup plus, disons, plus violent, on va parler notamment du bombardement de Bouaké, donc le 6 novembre 2004. Dans votre livre, vous avez abordé un peu ce sujet-là. Alors, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet du bombardement de Bouaké? Quelles sont vos connaissances aujourd'hui du bombardement de Bouaké? Je pose la question parce que j'ai eu à lire 3 livres à ce sujet-là. J'ai eu l'occasion de faire un direct avec l'avocat des familles des victimes françaises, Maître Ballant, à ce sujet-là. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est vous, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, à ce jour, comme élément au sujet du bombardement de Bouaké? Alors, il se trouve que j'ai travaillé de nouveau sur ce sujet il y a quelques mois parce que j'ai fait une série d'articles pour Mediapart qui revenaient sur cette histoire du 6 novembre, mais aussi du 7, 8, 9 novembre, puisque après ce fameux bombardement, la France a organisé toute une série de représailles sur l'aviation ivoirienne en détruisant ses moyens aériens et que ça a provoqué des manifestations de citoyens ivoiriens manifestations qui elles-mêmes ont été réprimées. Donc, il y a eu des fusillades de la part des militaires français qui ont fait officiellement, d'après le pouvoir ivoirien, 90 morts et des milliers de blessés. Et officiellement pour la France, 20 morts, si je ne me trompe pas, une vingtaine du gouvernement français. Alors, sur le bombardement de Bouaké lui-même, eh ben, je ne peux pas en dire plus que ce qui a été dit jusque-là, parce que le procès qui a eu lieu en 2022 ou 2023, je ne sais plus maintenant, n'a pas permis d'apporter des réponses sur s'il y avait eu un commanditaire, qui avait été le commanditaire de ce fameux bombardement qui a tué des militaires français, ou bien si c'était une erreur de la part du pilote biélorusse qui pilotait l'avion qui a bombardé, ou bien si lui-même a été avait reçu des indications erronées. Bref, on ne sait pas. Et les militaires français que j'ai interrogés pour faire ma série d'articles n'ont pas la réponse non plus. Mais il y a forcément des acteurs politiques français qui savent ce qui s'est passé. Des militaires aussi qui savent ce qui s'est passé, mais jusqu'ici, personne ne dit rien. Et l'hypothèse qui se dessine, et je pense que Maître Ballant l'a évoqué, c'est on peut imaginer, vu la manière dont les événements ont ensuite évolué, on peut imaginer qu'il y a eu une volonté de créer un événement, un motif pour essayer de renverser Laurent Gbagbo, que ça a dérapé, que la mort de militaires français n'était pas prévue dans ce plan-là, et que voilà, ça a produit toute la cascade d'événements violents de ces quelques jours-là. Mais encore une fois, on attend toujours la vérité sur cette affaire. Et les familles attendent. Ouais. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Laurent Gbagbo, dont vous avez vous avez posé des questions à son sujet, Laurent Gbagbo n'est pas le commanditaire de ce bombardement. Et ça, tout le monde l'admet, y compris les militaires français. Voilà. Alors, les militaires français, pour certains, disent que c'était une erreur de tir, probablement. D'autres disent ce sont peut-être des gens dans l'entourage de Laurent Gbagbo. Et dans l'entourage de Laurent Gbagbo, on dit plutôt, mais ça ressemble à un coup monté par les Français. Absolument. Donc, du coup, moi, la question qui me gêne un peu, il y avait une mère de soldats qui a été tuée à Bouaké. Il se retrouve au commissariat de Châtellerault le 22 novembre 2004, c'est 2 semaines après le bombardement, et elle fait un dépôt de plainte contre Laurent Gbagbo et le gouvernement ivoirien, et donc et les forces armées ivoiriennes. Sauf que le problème qui va se poser, c'est que ces informations qu'elle tient, dans la déposition qu'elle a faite, elle a cité le général Tourette qui dit que en fait c'est Laurent Gbagbo. Elle a cité un certain nombre de dignitaires militaires français qui ont accusé Laurent Gbagbo à ce niveau-là. Moi, la question que je me suis posée jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de repenti des Français pour quand même reconnaître que oui, on a menti à ces familles au départ que Laurent Gbagbo était le commanditaire de ce massacre-là. Aucun démenti n'a été fait, absolument rien. De tout ce que nous avons essayé de fouiller la presse pour voir effectivement s'il y a eu une forme de repenti, mais absolument pas. Ce qui est tout à fait une chose absolument scandaleuse. Mais je voudrais aussi revenir avec vous sur un autre événement douloureux, c'est la mort de Guy-André Kieffer. Vous avez aussi parlé de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez de cette affaire?
Alors, Guy-André Kieffer était donc un journaliste français qui, je ne sais plus combien d'années il était en Côte d'Ivoire. Toujours est-il qu'il a disparu en avril 2004, donc c'est un peu toute cette même période. Hein. C'était une période compliquée l'année 2004. L'élection présidentielle de 2005 se rapprochait. Voilà, je pense que le pouvoir français a beaucoup, en tout cas certains acteurs du pouvoir français, au sein du pouvoir français, ont beaucoup manœuvré pendant toute cette année-là en particulier. Toujours est-il que Guy-André Kieffer a disparu un jour. On ne l'a jamais retrouvé. Et que peut-on dire de plus aujourd'hui que ce qui a déjà été écrit? Pas grand-chose. Hein. Moi, ce que j'écris dans le livre, c'est que, ce qu'on sait, c'est qu'on a accusé Laurent Gbagbo, enfin plutôt l'entourage de Simone Gbagbo, et donc par ricochet, c'était Laurent Gbagbo qui était visé en fait, parce qu'il y a toute une campagne de presse qui s'est montée à ce moment-là et qui a duré pendant des années. On l'a accusé parce que ce jour-là, Guy-André Kieffer avait rendez-vous avec un beau-frère de Laurent Gbagbo, en fait un ex-beau-frère de Laurent Gbagbo que lui-même n'avait pas vu depuis des années. Voilà. Ensuite, il s'est évaporé. Alors, il y a eu plusieurs versions là aussi. Certains ont accusé donc l'entourage de Laurent Gbagbo. Alors, d'autres du côté de Laurent Gbagbo ont plutôt dit que ce jour-là, Kieffer devait déposer, ou dans les jours suivants à la présidence, un dossier sur les malversations dans la filière cacao, parce qu'il travaillait beaucoup sur la question du cacao. Alors là aussi, une autre version est apparue. Peut-être qu'il y a eu une histoire de règlement de compte. Peut-être qu'il a été victime d'un règlement de compte venant de ce milieu du cacao, qui était quand même qui est un milieu très, on va dire, le monde interlope par excellence. Hein. Ouais. Dans lequel il y avait des acteurs liés au pouvoir de l'époque, donc dirigés par Gbagbo, et d'autres qui étaient liés à Alassane Ouattara. Enfin, tout un groupe d'acteurs avec différents intérêts dans cette filière-là. Toujours est-il que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, nous, citoyens, journalistes, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je pense que les acteurs français, là aussi, savent exactement ce qui est arrivé à Guy-André Kieffer. Et il faut s'interroger sur le fait qu'après l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011, alors que jusque-là, la pression était super forte sur le gouvernement, sur Laurent Gbagbo lui-même, pour que la vérité soit faite dans cette histoire, après l'arrivée d'Alassane Ouattara, on aurait pu se dire enfin, la justice va pouvoir enquêter, tout va bien se passer, il y aura une collaboration entre France et Côte d'Ivoire. Et il ne s'est rien passé en fait. Et ceux qui réclamaient justice, et vérité, ne sont plus exprimés assez rapidement. Moi, je me souviens en 2012 ou en 2013, quand j'y étais, il y a eu à un moment donné une petite sorte de manifestation de gens liés à cette histoire, cette affaire, qui se sont mobilisés. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait. Peut-être que c'était Reporters sans frontières. Enfin bref. Et depuis, plus rien. Comme si les coupables n'étaient pas ceux qu'on pensait être. Voilà, il y a aussi, de nouveau, là aussi, des choses assez étranges, sachant que cette histoire, cette affaire Kieffer, a vraiment servi aussi à dépeindre la Côte d'Ivoire comme un pouvoir violent, en fait, et qui s'attaquait aux journalistes. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que, comme l'a dit l'ancien porte-parole des forces Likon de Côte d'Ivoire, qui dit en fait que la France elle-même serait plus ou moins responsable de la mort de Guy-André Kieffer? Ah ça non, ça je peux pas dire. Moi, j'ai pas d'éléments le montrant. Mais bon, il y a un certain nombre de barbouzes français en Côte d'Ivoire, hein, qui sont là depuis très longtemps, qui y sont toujours d'ailleurs, qui avaient leurs entrées à la présidence, parce qu'il y a un service d'écoute des renseignements français à la présidence même. Voilà, il y a plein de choses possibles, plein d'hypothèses qui sont envisageables. Mais encore une fois, ce qui est, moi je pense, je ne suis pas la seule non plus à le dire, que les acteurs français savent exactement ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Guy-André Kieffer. Ok. Alors, je vais une dernière question là, avant de continuer ici. C'est vous qui suivez, vous revenez d'Afrique, je pense. Vous avez encore toujours l'œil sur le continent africain. Qu'est-ce que vous pensez, à titre personnel,
du système Ouattara ou du gouvernement Ouattara. Ça fait 15 ans qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Il s'est prêt à faire un 4e mandat. Comment la façon dont il a géré la Côte d'Ivoire, comment vous pensez, quel est le regard que vous faites sur le gouvernement Ouattara si vous devez comparer par rapport à la gouvernance, ou du moins à la période de M. Gbagbo? Quel comparatif, quel regard vous jetez sur les deux moments de l'histoire de la Côte d'Ivoire, du temps de M. Gbagbo et du temps de Ouattara? On ne peut pas comparer du tout, en fait, parce que Laurent Gbagbo, à partir de janvier 2001, donc il a été élu en octobre 2000, en janvier 2001, il y a eu une première tentative de coup d'État contre lui. Il y en a eu d'autres par la suite. Et puis, il y a eu celle qui a eu lieu en septembre 2002, qui a coupé le pays en deux et dont il y avait 60% du territoire qui échappait au contrôle du gouvernement ivoirien, puisque c'était la rébellion des forces nouvelles qui la dominait avec ses armes. Voilà, Laurent Gbagbo n'a jamais pu faire appliquer, en tout cas, le programme qu'il avait prévu de mener, ce qui est totalement le contraire pour Alassane Ouattara, qui a pu faire exactement ce qu'il voulait, qui avait tous les soutiens étrangers, extérieurs, l'UFMI, la Banque mondiale, la France, tout le monde était et est toujours à ses côtés. Et toutes les entreprises françaises ont été accueillies à bras ouverts toutes ces dernières années. Bien sûr. Alors, Laurent Gbagbo aussi a donné des marchés aux Français avec l'idée d'acheter la paix, ce qui était une erreur. Donc, encore une fois, Laurent Gbagbo, lui, n'a pas fermé la porte aux entreprises françaises, pas du tout. Mais ça n'a rien à voir, rien de comparable avec ce qui s'est passé par la suite sous Ouattara. Oui, ok. Alors, vous avez parlé d'une erreur de Laurent Gbagbo. Donc, moi, j'ai la question, je rebondis automatiquement sur ça. Si vous reprenez, d'après vous, les événements tels que vous les avez étudiés, qu'est-ce que vous pourriez, plus ou moins, reprocher à Laurent Gbagbo qui relève de. Enfin, quelles sont les erreurs que Laurent Gbagbo aurait commises, selon vous, qui lui auraient peut-être été fatales? Alors, c'est toujours facile, après coup, de dire qu'un tel a fait une erreur ou pas. Ce que j'écris dans le livre, et là, je vais peut-être le citer, et lui-même l'a reconnu. Il a sous-estimé en fait ses adversaires, sans doute. Il a sous-estimé la nocivité de ses adversaires. Ce qu'il n'a pas réussi à faire aussi, c'est de construire, mais encore une fois, il était sous pression, c'est ce que je disais, donc depuis le début de sa présidence. Il y avait je ne sais pas combien de pistolets collés sur sa tempe. Donc il n'a pas réussi à construire des alliances stratégiques avec des pays étrangers qui auraient pu éventuellement l'aider. Ce qu'aujourd'hui font les pays de l'AES, qui essayent de multiplier visiblement leur soutien étranger. Bon, peut-être qu'ils ont tiré des leçons de ce qui était arrivé à la Côte d'Ivoire. Et alors, j'avais noté quelque chose dans mon livre. Ouais, c'était un ex-ambassadeur de France, Gilles Las Le Lidec, l'avant-dernier qui était en poste pendant sa présidence. Et lui a dit, on ne lui a pas donné beaucoup de chance, en parlant de Laurent Gbagbo, et qu'il n'a jamais eu en face de lui un chef d'État en train de régner. Son problème, c'était de parer les coups. C'était un chef d'État en défense perpétuelle. Perpétuelle, oui. Ça, c'est une bonne. Ça permet de comprendre qu'effectivement, Laurent Gbagbo n'a jamais pu gouverner, en fait, et que quoi qu'il ait fait, ça se serait fini de la même manière. Il a réussi quand même à tenir 10 ans. 11 ans. 10 ans, ouais. Alors, il aurait dû se faire dégommer bien avant, en fait, mais bon, il a réussi à tenir. Donc ça, c'est important. Il y avait un autre truc que j'avais noté à ce sujet. Je cherche. Bref, oui, c'est ça. Oui, une autre erreur aussi, mais bon, encore une fois, ce serait fini de la même manière, c'est qu'il a cru qu'il pouvait acheter la paix. Donc, il a donné des marchés, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, au groupe Bolloré, donné un marché très important, de gré à gré. Il a aussi donné de l'argent, ça aussi, il l'a reconnu par la suite à des hommes politiques, dont Jacques Chirac. L'idée étant pour lui donc d'acheter la paix, c'est-à-dire faire en sorte que ses adversaires le laissent tranquille. Laisse tranquille, ouais. Et puis, mais bon, je disais qu'il a mal évalué la nocivité de ses adversaires. Peut-être que le rapport de force, il l'avait pas bien évalué, mais il a quand même dit le soir de la présidentielle en 2010, donc il pensait avoir gagné. Il a confié à un de ses proches.
ça ne va pas être facile, les Français ne vont pas laisser faire, donc ne vont pas laisser faire sa victoire. Donc ça, ils savaient que ce serait compliqué, évidemment. Mais encore une fois, je pense que n'importe qui à sa place, comme je disais tout à l'heure, qui aurait développé les mêmes idées dans un autre pays que la Côte d'Ivoire, aurait fini de la même manière et peut-être encore plus vite que lui. On peut penser à Thomas Sankara au Burkina Faso. On peut penser à Thomas Sankara, effectivement, avec François Mitterrand qui était de gauche. Hein. On se demandait tout à l'heure De gauche. pourquoi. Et Chirac qui était Premier ministre. Voilà. Exactement. Alors, je comprends maintenant pourquoi vous avez dit que c'était un homme foncièrement de paix. Moi, ce sont des éléments qui montrent que Laurent Gbagbo n'aime pas la guerre, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Ces éléments que vous donnez confirment un peu, enfin, on répond à la question que j'avais posée en amont, à savoir que Laurent Gbagbo, comme vous l'avez dit, était un homme foncièrement de paix qui n'aimait pas beaucoup la guerre. Alors, je voudrais revenir aussi, c'est un autre événement aussi assez douloureux aussi, c'est donc la marche dite pacifique du 16 décembre 2010. Vous vous êtes penché là-dessus. Vous avez dit qu'en fait, qu'on a accusé Laurent Gbagbo à tort d'avoir donné l'ordre de réprimer cette manifestation dite pacifique. Alors, vous pouvez nous remettre dans le contexte de la marche du 16 décembre et puis essayer de nous donner des éléments pour qu'on puisse comprendre effectivement votre regard de cet événement. Oui, alors là aussi, je n'ai pas tous les éléments en tête. Hein. C'est pour ça que j'écris plus que je ne parle, en général. Mais oui, alors il faut se souvenir que la crise post-électorale avait déjà commencé. Mais que le Conseil constitutionnel avait reconnu Laurent Gbagbo comme le vainqueur de l'élection. Normalement, à partir de là, le Conseil constitutionnel a le dernier mot et il n'y a pas de recours possible. Et les institutions ivoiriennes se sont alignées là-dessus. Et donc, Laurent Gbagbo avait l'effectivité du pouvoir, ce que Alassane Ouattara et ses soutiens français ne voulaient pas. Donc, au bout d'un moment, les uns et les autres ont bien compris que si les choses restaient comme ça, c'était Laurent Gbagbo qui serait effectivement au pouvoir pour les mois et les années à venir. Donc, il y a eu visiblement un objectif, c'était de créer des incidents violents. Et donc, cette marche entre dans ce cadre-là. Cette marche était soi-disant pacifique. C'était l'idée de Guillaume Soro, donc, qui était devenu Premier ministre de Alassane Ouattara après avoir été le Premier ministre de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro avait annoncé qu'il voulait installer le gouvernement qui lui restait confiné, donc le gouvernement désigné par Alassane Ouattara, qui était alors confiné à l'hôtel du Golfe, l'ancien curé de Compagne d'Alassane Ouattara. Il était maintenant temps de l'installer dans leur ministère, et puis aussi d'installer un nouveau directeur pour la radio-télévision ivoirienne, la RTI. Bref, ils ont organisé cet événement tout en préparant, et là aussi il y a eu des vidéos qui l'ont attesté, tout en préparant les forces nouvelles, la rébellion des forces nouvelles, donc les forces armées des forces nouvelles, les FAFN, à préparer leurs armes pour accompagner cette marche. En réalité, voilà, c'était pas une marche pacifique dès le début, c'était bien organisé pour que ça dérape. Et d'ailleurs, quand les diplomates occidentaux sur place, l'ONU, etc., ont compris ça assez tôt, ont essayé de les dissuader, Guillaume Ouattara et Alassane Ouattara, d'organiser cette marche, et ont même proposé de marcher avec eux, ce que ces deux hommes ont refusé. Ouattara et Soro ont refusé. Ont refusé que ces diplomates les accompagnent. Et là, les diplomates ont compris que c'est parce qu'ils savaient que ça allait devenir violent. Mais... Cela dit, eux-mêmes n'ont pas marché. Hein. Ils ont été exfiltrés assez rapidement du Golf Hotel par les forces onusiennes. Et très vite, cette fausse marche s'est transformée en affrontement autour du Golfe, de l'hôtel du Golfe et dans ce quartier-là. Et c'est intéressant parce que c'était donc les premiers incidents violents. Où il y en avait eu 2 ou 3 jours auparavant. Il y avait eu un accrochage entre les FAFN et l'armée régulière. En tout cas, c'est le premier incident violent qui a marqué cette crise. Et on reviendra là-dessus peut-être. Il se trouve que le procureur de la Cour pénale internationale, juste avant, avait eu des échanges avec des diplomates français
pour savoir comment faire en sorte que la CPI s'empare du cas Laurent Gbagbo. Donc en fait, il y avait un plan derrière tout ça qui consistait à organiser des événements violents pour ensuite s'en servir comme prétexte pour écarter Laurent Gbagbo. Ouais, pour l'ostraciser, effectivement. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites, de voir, effectivement, vous avez raison quand vous dites, par exemple, que Laurent Gbagbo a sous-estimé la nocivité de ses adversaires, notamment Nicolas Sarkozy derrière, Alassane Ouattara et Soro Diom, qui, au fond, dans cette marche-là, savaient très bien, effectivement, qui ont organisé cette marche et qui savaient effectivement ce qui allait se passer et que, quelque part, ils ont instrumentalisé les populations innocentes et de les conduire à l'abattoir. Et puis après, la presse va se faire le plaisir de taillarder Laurent Gbagbo et de l'accuser à tort de tous ces événements dont il n'est totalement pas responsable. J'avais une autre question aussi, effectivement, on reviendra sur le cas du procureur de la Cour pénale internationale. Moi, j'avais une autre question à vous poser. C'était par rapport donc, au procès de Laurent Gbagbo. Vous avez dit dans un entretien que le procès de Laurent Gbagbo était un procès politique. Toujours. Oui. En fait, bon, là aussi, il faut juste que je branche mon ordinateur qui est en train de me lâcher. Allez-y. Bon, là aussi, c'est une évidence, mais même sans s'intéresser au cas de Laurent Gbagbo, hein, la CPI, elle a été créée dans un but très politique. Et là aussi, je vais reprendre un petit passage de mon livre où je le dis ça, que cette justice internationale, c'est un outil politique hein, au service des grandes puissances. Et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a un juriste qui s'appelle Antoine Garapon qui lui, l'a écrit pour rappeler qu'elle avait été donc créée par des pouvoirs politiques et pour des raisons politiques, pas seulement par amour de l'humanité. Là, voilà, les choses sont claires. Donc, dès le début, la CPI, elle n'est pas là pour créer une sorte de justice internationale qui sauverait l'humanité de ses turpitudes. Et donc, elle a été effectivement clairement utilisée dans le cas de Laurent Gbagbo pour des raisons politiques. Et voilà, ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que il y a eu à un moment donné une fuite d'emails du procureur Ocampo, celui qui s'est occupé au début du cas de Laurent Gbagbo, Moreno Ocampo, une fuite de mails que moi j'ai pu étudier pour Mediapart et en tirer des conclusions. Et cette fuite de mails montre que des diplomates français, donc la diplomatie française, s'est organisée avec le procureur de la CPI avant même ces événements violents du 16 décembre pour organiser en gros l'inculpation de Laurent Gbagbo pour le traduire devant la justice internationale, donc de la Cour pénale internationale. Donc il y a eu tout un processus qui a été mis en place dès les lendemains de la prise post-électorale, en fait, quand ils ont compris que l'affaire leur échappait. Et avec l'idée d'écarter Laurent Gbagbo. Et ensuite, la suite du processus a été complètement irrégulière sur le plan des règles. Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI de manière totalement illégale. Ensuite, il y a eu tout un tas d'événements, de péripéties qui montraient que tout ça était politique. Et le fait qu'à un moment donné, il a été question, il y a eu des juges qui voulaient ne pas l'inculper parce qu'ils justement ils disaient que le dossier était vide. Ils ont réussi à retourner la situation. Finalement, il a été inculpé, mais après des mois, voire des années d'enfermement, pour finalement, comme vous le savez, qu'il y a un non-lieu. Enfin, toujours, tout ça montre et que le dossier était vide et archi-vide. Et c'est le président du tribunal qui a demandé à ce que le procès s'arrête parce qu'il voyait bien que ça n'allait nulle part. Donc lui-même, je pense, aurait beaucoup de choses à dire sur la question. Et effectivement, c'était un procès politique. Laurent Gbagbo l'a dit d'ailleurs lui-même, hein, que c'est par la politique qui sortirait de cette prison-là. Voilà. Toujours est-il que, pour le coup, c'est une histoire hyper claire sur ce plan-là. Absolument. Alors, c'est absolument incroyable. Alors, donc, on sait très bien que le procureur, au moment, vous avez tout à fait raison, au moment où les diplomates français et le procureur étaient en contact, la CPI n'avait pas encore mandat d'enquêter sur la Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. En plus, la Côte d'Ivoire n'était pas, je ne sais plus, ratification, signature. N'avait pas encore ratifié le statut de Rome, n'avait pas encore ratifié le statut de Rome. Voilà. Et alors, cette histoire de mails qui ont fuité, c'était bien après. Hein. Moi, j'ai travaillé là-dessus, je crois, en 2017 ou même après, je ne sais plus.
toujours est-il que le procès était ouvert déjà à partir de cette affaire-là, d'ailleurs. Ils auraient dû s'en servir. Les avocats de Laurent Gbagbo auraient pu s'en servir pour démonter tout le dossier, parce qu'il voilà, c'était très clair que tout ça était orchestré pour des raisons politiques. Toujours est-il que oui, c'est un scandale, c'est un méga scandale dans cette histoire de ces pays. Mais comment vous expliquez que lorsque les mails ont fuité, les avocats de Laurent Gbagbo n'ont pas utilisé les informations que vous avez données, notamment en plus, parce que quand les mails ont fuité, vous avez travaillé là-dessus. Les avocats de Gbagbo ne se sont pas servis de ça, mais mieux que ça, il y a une association africaine de droit, une association africaine de droit africain qui était composée de juristes africains avec à la tête un juriste camerounais et une proche de Laurent Gbagbo qui s'appelle Maître Abiba Touré, qui ont déposé ce dossier-là à la CPI. Comment on explique que les avocats de Gbagbo n'ont pas utilisé ce dossier-là dans le cadre de ce procès-là? Là, pour leur poser la question, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, le président du tribunal lui-même leur a demandé il a donné l'impression que lui-même doutait de la volonté des avocats de faire en sorte que Laurent Gbagbo soit libéré le plus tôt possible. Enfin, voilà, il y a eu des choses assez étonnantes. En tout cas, bon, c'est à eux qu'il faut poser la question. Bon, ils auront une réponse. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, vous avez raison, parce que moi, c'est l'une des questions fondamentales que j'ai à poser à l'avocat principal de M. Gbagbo, notamment M. Altit. C'est pour ça que je m'organise actuellement pour voir si j'ai pu avoir une interview avec lui, parce que c'est la première question fondamentale que j'ai à lui poser à l'avocat de M. Gbagbo. Si j'obtiens l'interview que je lui réclame, effectivement, c'est une question basique, parce que nous aussi, on s'est plongé sur le dossier, effectivement, comme vous l'avez dit, le dossier est extrêmement vide. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous n'êtes pas servi de ça et pourquoi le procès a traîné en longueur à ce point-là, alors que le dossier était absolument vide. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est une question qu'on nous posera effectivement aux personnes concernées le moment venu. Mais moi, j'avais une autre question aussi à vous poser. C'est au sujet de la résolution du 975, la façon dont la France a obtenu la résolution du 975. Je crois que c'est la France qui est derrière, Nicolas Sarkozy est derrière cette résolution-là. Vous pouvez nous expliquer comment cette résolution a été obtenue par la France? Parce que certains diplomates, notamment du côté de la Russie, j'étais récemment en Russie, on nous explique effectivement que la Russie n'était sur ses réserves, notamment quand la France avait commencé à faire le lobbying pour obtenir cette résolution. Est-ce que vous avez plus ou moins quelques éléments à ce sujet-là? Alors, il faut savoir que toutes les résolutions qui sont votées par le Conseil de sécurité et qui concernent des pays de la zone franc, c'est la France qui a ce qu'on appelle la main, enfin, celle qui tient le crayon. C'est toujours elle qui rédige ces résolutions. Et en l'occurrence, c'est elle qui a rédigé. Elle avait le soutien du Nigeria. Alors souvent, elle s'abrite derrière un pays africain pour déposer la résolution. Mais là, c'est toujours la France pour la Côte d'Ivoire qui a écrit les résolutions, proposé les résolutions qui ont été ensuite adoptées. La résolution 1975, elle est justement, effectivement, les diplomates russes et chinois jusque-là disaient, la France voulait depuis longtemps qu'il y ait quelque chose de ce type-là qui permette à l'ONU d'intervenir, parce que la résolution permettait à donner l'autorisation à l'ONU de faire usage de la force, que normalement elle ne peut pas faire. Et donc la résolution a été cette idée-là n'était pas soutenue par la diplomatie chinoise et russe qui disait mais vous n'avez pas d'éléments tangibles qui permettent de prendre une telle décision. Et donc la France s'est appuyée sur deux événements qui ont permis d'étayer l'idée que oui, il fallait faire intervenir la force. Et parmi ces événements, il y avait ce qu'on a appelé la marche des femmes d'Abobo, l'attaque aussi contre un marché d'Abobo. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais là aussi, beaucoup de choses étranges. On a accusé les militaires français d'avoir tiré dans les deux cas, alors qu'aucun élément ne le montrait à l'époque, aucun élément ne l'a montré par la suite, mais toujours est-il qu'il n'y avait aucune enquête sérieuse sur ces événements, mais on présentait encore une fois Laurent Gbagbo comme le responsable de ces tirs qui ont fait des morts. C'est pas des ça a eu lieu.
il n'y a eu aucune enquête indépendante sur la marche des femmes d'Abobo. Je sais que vous savez qu'il y avait une mission de l'ONU sur place. On disait qu'il y avait 7 femmes qui avaient été tuées, je crois. Les responsables de l'ONU qui ont travaillé sur cette attaque n'ont pas pu accéder à des éléments de preuve, n'ont vu que les femmes décédées en photo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui restaient très étranges, qui ne pouvaient pas donner lieu à une telle décision. Mais la France s'est servie de ces événements qui ont été montés en épingle, enfin, qui ont provoqué beaucoup d'attention médiatique. Là aussi, pour montrer que Laurent Gbagbo et son pouvoir étaient violents, et donc il fallait faire quelque chose pour les arrêter. Donc c'est ça qui a finalement motivé, ces 2 événements particuliers qui ont motivé le fait que la résolution soit finalement acceptée, adoptée, avec le soutien des diplomates russes et chinois, après qui ont dû se rendre compte qu'ils avaient fait une erreur. Cette résolution a donné mandat à l'ONUCID de s'emparer des armes lourdes, afin qu'elles ne soient pas utilisées contre les civils, sauf que c'était les armes lourdes en général, mais très vite, en réalité, c'était les armes lourdes du pouvoir de Laurent Gbagbo, enfin de son armée, de l'armée, de l'armée régulière, pas l'armée de Laurent Gbagbo, l'armée de la Côte d'Ivoire, qui ont été visées par les tirs français et onusiens ensuite. Ok. Alors, moi, j'avais aussi une autre question aussi très intéressante. Je voulais parler pour une fois, je voulais ouvrir une petite parenthèse sur Madame Simone Babot, parce que d'après ce que nous avons, les échos qu'on a, et puis ce qu'on lit dans la presse, il paraît que Madame Simone Babot avait une grosse emprise sur Laurent Gbagbo, enfin, à la limite même, on croirait que M. Gbagbo serait un pantin à la solde de Madame Simone Babot. Enfin, c'est ce qu'on croit, et vous avez travaillé là-dessus, vous avez aussi, vous êtes penché peut-être plus ou moins sur le personnage de Madame Gbagbo et sur le rapport que M. Gbagbo avait avec Madame Simone Babot. Est-ce que vous pensez effectivement, comme l'a dépeint la presse, que M. Gbagbo était à la solde ou était contrôlé par Madame Simone Babot, comme il est dit couramment dans la presse française et dans certaines presses sous-régionales qui étaient évidemment tournées contre Laurent Gbagbo? Alors non, je pense que non. Alors Simone Gbagbo, c'est une femme politique de grande envergure, hein, qui a compté, qui compte encore, qui a une base sociale importante. Mais les amis de Laurent Gbagbo, qui le connaissent bien depuis très longtemps, disent tous Laurent, personne ne peut avoir d'emprise sur lui. En tout cas, pas à cette période. Et donc, non, elle a joué un rôle, effectivement, mais pas celui qu'on lui attribue. Moi, je ne peux pas en dire plus parce que je ne l'ai jamais rencontrée. Je me suis pas autant intéressée encore à cette histoire franco-ivoirienne qu'aux acteurs politiques et à qui pouvait avoir quelle relation avec qui, comment. Ça m'intéressait moins. Mais en tout cas, pour répondre à la question de est-ce que Laurent Gbagbo était sous emprise de Simone Gbagbo, non. Non. Ok. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir aussi, et c'est un autre événement douloureux, après le bombardement de Bouaké, la marche du 16 décembre, il y a aussi les tueries des Diokoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes penché là-dessus, vous avez dit quelque part que M. Ouattara était l'un des responsables des tueries des Diokoué. Sur quoi vous vous basez là-dessus? Sur quoi vous vous basez pour tenir une telle affirmation? Alors, j'ai pas dû dire ça comme ça. Oui. Non, ce qui est sûr, c'est que là, on revient à l'histoire de la CPI. La CPI, ouais, c'est un des éléments que j'ai pas donné, mais qui est aussi primordial pour comprendre, c'est que la CPI a poursuivi. Donc, il y avait 2 camps en jeu, hein. Il y avait Laurent Gbagbo, l'armée régulière, qui était opposée aux forces nouvelles, appuyées par l'armée française. Ça, on le disait pas à l'époque, mais c'est évident. Donc voilà, il y avait 2 entités armées qui s'opposaient, 2 principales entités armées qui s'opposaient, et il y a eu officiellement 3000 morts, beaucoup plus en fait. Le nombre de 3000 morts, il ne veut rien dire. C'est un décompte qui a été donné à un moment donné par l'ONU, puis qui s'est arrêté alors qu'il y avait encore des morts. Justement, les morts de Diokoué ne sont pas dedans, je crois. Bref, toujours est-il que la CPI, elle s'est occupée de Laurent Gbagbo, mais elle ne s'est pas occupée des responsables des forces armées du camp d'en face. Donc, ça montre bien qu'il y avait un petit problème, alors que pendant longtemps, la CPI a dit, en tout cas le procureur a dit qu'il était impartial et qu'il allait poursuivre tous les camps impliqués, ce qu'il n'a pas fait. Et cela dit, la CPI, ça, différents témoins me l'ont confirmé, la CPI a enquêté toutes ces dernières années sur ce qui s'était passé à Diokoué, entre autres, tout ce qui s'est passé dans cette région, en fait, parce qu'il n'y a pas qu'à Diokoué qu'il y a eu des tueries, il y en a eu dans les alentours pendant des semaines, justement pour traquer ceux qui avaient fui Diokoué.
Ça a été atroce, hein, ce qui s'est passé à Diokoué et dans cette région-là, absolument horrible. Et ceux qui sont responsables de cette tuerie, quand on écoute les différents témoins, moi j'en ai rencontré un certain nombre, donc qui étaient à Diokoué ce moment-là. J'en ai rencontré là-bas, j'en ai rencontré ensuite en France, parce que certains ont fui. Ils disent tous la même chose. Ils ont été attaqués par les forces, ce qu'on a appelé les FRCI, donc les forces républicaines de Côte d'Ivoire, que l'Alassane Ouattara, en fait, c'était le nouveau nom donné aux forces nouvelles pendant cette période-là. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a donné ce nom. En tout cas, ça devait être au moins soit fin 2010, soit début 2011. Donc, c'est à ce moment-là que Alassane Ouattara a renommé ces forces-là. Et donc, ce sont ces forces-là, avec des supplétifs locaux, qui ont tué à Diokoué. Ça, voilà, l'ONU, l'Amnesty International ont tous fait des rapports qui le montrent. Donc, alors moi, j'ai pas dit directement Alassane Ouattara est responsable. Non, ce qu'il faut voir, c'est la chaîne de commandement. Et la chaîne de commandement, il y a Guillaume Soro dans le lot, évidemment, puisque lui, il était ministre de la Défense et qu'il était toujours d'ailleurs secrétaire général des Forces nouvelles. Et puis au-dessus de Guillaume Soro, bah oui, il y avait Alassane Ouattara, tout comme on a poursuivi Laurent Gbagbo pour des faits qu'aurait commis l'armée régulière. Et ben voilà, Alassane Ouattara pouvait aussi être poursuivi dans cette même idée qui paraît normale. Donc, il y a là sur le coup, là, il y a des enquêtes très faciles qui pouvaient être menées et qui l'ont été donc par l'ONU, mais qui jusque-là, par la CPI, mais qui jusque-là n'a pas donné grand-chose en matière de mandat d'arrêt ou de suite judiciaire. Ouais. Alors, vous avez parlé de Soridium, ça me fait penser un peu aux accords. Juste un mot, c'est que si ces enquêtes ne sont pas allées jusqu'au bout, ou bien si elles n'ont pas abouti sur des poursuites judiciaires, c'est aussi pour des raisons politiques. Et c'est aussi parce qu'on sait, ce que je disais, c'est que l'armée française a joué un rôle pendant toute cette période. L'armée française appuyait les forces nouvelles. L'armée française et aussi des armées voisines régionales de la région. Comme le Burkina Faso. Oui, le Nigeria aussi, à un moment donné, a joué un rôle. Il y avait des forces spéciales sénégalaises, des forces spéciales burkinabées, des forces spéciales nigérianes qui étaient sur le terrain à ce moment-là. Donc, il y a tout un tas d'acteurs qui sont impliqués, ce qui fait que je pense qu'il n'y aura jamais de procès de la CPI sur cette histoire de Diokoué et de ce qui s'est passé à cette période. Wow, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Je voudrais toujours, autour de cette question, on reviendra peut-être, parce que quand vous parlez de Sorodium, ça me fait penser un peu à une image de Sorodium avec Dominique de Villepin pendant les accords de l'INASMAC aussi, où on avait la main de Dominique de Villepin sur l'épaule de Sorodium, qui était là comme s'il avait son mentor ou son protecteur derrière lui. Il est clair que les accords de l'INASMAC aussi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France était au courant de la rébellion qui s'est préparée au Burkina Faso, rébellion dont on sait aujourd'hui qu'il y avait Sorodium qui était avec le président du Burkina Faso et qui avait ensemble préparé la rébellion contre Laurent Gbagbo? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la France était au courant de cette rébellion-là? Parce qu'il y a certains journalistes qui disent que la France n'était pas au courant. Je pense à Antoine Glaser. Mais avec le recul aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas assez d'éléments pour montrer effectivement que la France était au courant de la rébellion qui s'est préparée au Burkina Faso entre Blaise Compaoré et Sorodium? Évidemment que la France était au courant. C'était pas possible autrement. Puis il faut bien voir que Guillaume Soro est arrivé après coup. Hein. C'est pas lui qui était chef de la rébellion. Lui est arrivé après coup. C'était le fameux Ibé qui dirigeait cette rébellion, qui lui-même donc avait le soutien de Blaise Compaoré effectivement et qui a préparé ses hommes à Ouagadougou. Bon, mais non, on peut pas dire que la France n'était pas au courant. Enfin, ils étaient là-bas depuis au moins 2000. Bref, tout un tas d'éléments montrent que la France ne pouvait pas ne pas être au courant. La question maintenant, c'est de savoir comment elle-même a contribué à soutenir cette rébellion. Alors, quand on sait que Blaise Compaoré est un allié de la France, enfin était un allié à l'époque de premier plan pour la France dans la région, bon, il y a un certain nombre de réponses qui se dessinent. Quand on sait ça,
et le rôle qu'a joué Blaise Compaoré, qui lui aussi était de gauche, hein, à un moment donné, ils étaient dans la même mouvance, lui et Laurent Gbagbo, mais ils n'avaient pas les mêmes intérêts. À partir du moment où Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, je pense qu'il n'a pas donné ce que Blaise Compaoré attendait de lui, et donc très vite, il a pris le parti de comploter contre son voisin ivoirien. Ok. Alors, j'avais une dernière question avant de vous libérer. C'était au sujet donc de la tuerie, de ce massacre de masse, entre guillemets, qu'on a eu devant l'hôtel Ivoire, donc qui fait aujourd'hui, d'après les estimations, 90 morts et aux alentours de 2500 blessés. Moi, la question que j'avais à vous poser, c'était une question très simple. C'était le rôle du général Poncet aujourd'hui dans cette affaire. On sait qu'après après le bombardement de Bouaké, le général Poncet aurait dit je veux du sang ivoirien. Est-ce que ces propos sont-ils vraiment du général Poncet? Et est-ce que quand la France, est-ce que ces massacres-là, c'était justement parce que il fallait venger les militaires français, ou ces massacres étaient faits parce que la France voulait renverser Laurent Gbagbo, et puis les Ivoiriens se sont opposés à ce renversement? Alors, il a dit précisément, d'après l'officier français à qui il a parlé et à qui il a dit ça, il a dit « Je veux des morts ivoiriens ». Alors, il l'a dit le samedi dans les heures qui ont suivi le bombardement de Bouaké, et il l'a dit parce qu'il voulait, avant qu'il avait donné l'ordre de détruire les avions qui avaient atterri à Yamoussoukro, il avait donné l'ordre aussi de détruire les avions qui étaient à Abidjan, et il voulait tout faire sauter en fait à l'aéroport d'Abidjan. Il était dans un état d'esprit plus que belliqueux, hyper violent. Donc, l'officier à qui il a donné cet ordre-là, en gros, c'est de faire sauter l'aéroport, s'y est opposé. Et il lui a fait comprendre que non, lui, il voulait pas cette option. Donc, ça a provoqué chez le général Poncet une réaction violente verbale, et il a dit « Je veux des morts ivoiriens », parce que l'autre lui disait « Mais si on fait sauter l'aéroport, il va y avoir des morts autour. Enfin, pas que le matériel qui va sauter. » Bref, voilà, je résume en gros, parce que bon, moi, comme je vous le disais, j'ai retravaillé sur ces événements-là il y a quelques mois, donc j'ai pu parler à l'officier à qui le général Poncet s'adressait à ce moment-là. C'est difficile là aussi d'arriver à retirer une certitude sur ce qui s'est passé et sur ce qui a fait quoi. Parce qu'il y avait des tensions entre les militaires français, il y avait des tensions entre militaires et politiques français, il y avait des tensions aussi internes au pouvoir ivoirien d'époque, il y avait des tensions multiples, et un certain nombre de décisions ont été prises sans concertation, ou bien sans connaissance correcte du terrain, apparemment de la part de certains militaires français. Alors, est-ce que tout ça est le résultat effectivement d'une volonté de, à un moment donné, de tenter de renverser Laurent Gbagbo? C'est possible, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que ça a été aussi le fait qu'il y ait autant de civils ivoiriens qui aient été tués? Je ne pense pas que ce soit une idée de vengeance en réalité qui soit derrière tout ça, mais plutôt, il y a une réaction violente des uns et des autres qui a abouti à ces décisions et ces faits qui ont conduit à ces morts. C'est difficile, encore une fois, de dire voilà, ils ont voulu faire ça et il s'est passé ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises qui étaient les mauvaises, et que peut-être, effectivement, certains acteurs avaient une volonté politique de se servir de ces événements pour faire partie, pour dégager Laurent Gbagbo. Mais bon, moi, j'ai pas de certitude là-dessus, et encore une fois, on attend que, je sais pas, que des acteurs français de l'époque s'expriment, mais bon, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Ouais, pas tout de suite. Ouais. En tout cas, Madame Pigeot, c'était un très bel entretien. C'était vraiment franc, c'était très honnête, c'était direct. J'ai eu les réponses aux questions essentielles que je me posais avant de vous rencontrer. J'ai eu même connaissance de choses que je ne savais pas donc, au cours de cet entretien. J'espère que nos auditeurs, ceux qui nous suivent, vont pouvoir aussi bénéficier de tout ce que j'ai appris. Donc, je vous remercie. Et puis, je tenais justement aussi à m'excuser pour les problèmes techniques qu'on a eu parce pourtant, on a fait tout l'après-midi. Et donc, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Et puis, on espère que quand on continue nos travaux de recherche, on reviendra toujours vers vous pour avoir
d'autres précisions concernant l'affaire ivoirienne et les événements. Bah, merci à vous. C'est très clair. Là, il y a plein de détails qui m'échappent à moi aussi, mais qui sont dans mon livre. Je sais que le livre, on le trouve difficilement parce qu'il est épuisé, que la maison d'édition n'existe plus. Donc, il faudrait que j'arrive à le faire rééditer. Mais voilà, j'ai fait en sorte qu'il soit hyper détaillé sur cette période en particulier de 2010-2011, qui est absolument primordial de connaître pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe. Okay. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une belle soirée. À vous aussi.